Il y avait un homme que personne n'osait regarder dans les yeux dans les clubs de New York des années 90. Pas à cause de sa richesse, pas à cause de ses chaînes en or, mais à cause de ce silence qui l'entourait. Ce silence qui disait tout sans rien révéler. Quand les rappeurs parlaient de lui, c'était toujours en chuchotant, même dans leur propre studio d'enregistrement. Jacques Agnan arrive aux États-Unis comme beaucoup d'autres enfants haïtiens, fuyant la dictature de Duvalier. Mais contrairement aux autres, il ne reste pas dans l'ombre. Dans les rudistes Flatbush à Brooklyn, entouré de communautés jamaïcaines et haïtiennes, ce gamin qui ne parle que français va apprendre une leçon cruciale. Dans cette ville, soit tu cours, soit tu te bats. Et Jacques choisit de ne plus jamais courir. Les années 70 transforment ce jeune homme en quelque chose de différent. Pendant que les autres haïtiens sont perçus comme faibles, lui s'associe au poste jamaïcain, ces organisations redoutables qui contrôlent déjà certains quartiers. Il comprend vite que le respect ne se demande pas, il se prend. Et il va le prendre avec style. Quand l'époque du crack frappe New York de plein fouet, Jacques, maintenant connu sous le nom de Etienne Jacques, a déjà compris les règles du jeu. Il ne vend pas de drogue, il la vole. Mais pas n'importe comment. Avec son équipe, surnommée la Mafia Noire, il cible exclusivement les dealers. Pourquoi risquer sa vie à vendre quand on peut simplement prendre ce qui est déjà là? Une seule opération leur rapporte parfois des centaines de milliers de dollars. Mais Jacques ne se contente pas de l'argent. Il construit quelque chose de plus précieux, une réputation. Il entre dans les clubs de Manhattan avec une arme à la ceinture, et personne ne le fouille. Pas parce qu'il ne la voit pas, mais parce qu'il préfère ne pas voir. Il fréquente les mêmes cercles que Mike Tyson, les stars montantes du rap, les producteurs. Il parle deux langues parfaitement, celle de la rue le jour, celle des affaires le soir. L'industrie musicale naissante a besoin de protection, d'influence, de quelqu'un qui peut régler les problèmes avant qu'ils n'atteignent les tribunaux. Jacques remplit parfaitement ce rôle. Il devient directeur artistique chez Indash Recording, mais ne porte jamais de costume. Il garde son style, son rythme et surtout son aura. Puis arrive 1993. Au Club Octagon, ancien asile psychiatrique transformé en boîte de nuit sur Roosevelt Island, un jeune rappeur de la côte ouest entend ce nom revenir sans cesse, Etienne Jacques. Tupac Shakur, fraîchement sorti du succès de son deuxième album, est intrigué. Qui est cet homme dont tout le monde parle à voix basse? La rencontre est électrique. Tupac voit en Jacques tout ce qu'il admire. Le pouvoir silencieux, l'élégance naturelle, le respect acquis sans avoir besoin de crier. Jacques roule en voiture de luxe, porte des Rolex sertis de diamants, fume des cigares cubains haut de gamme. Mais plus que le style, c'est le code qui fascine Pac. Cette façon de survivre avec classe dans un monde impitoyable. Leur amitié grandit rapidement. Jacques fait découvrir à Tupac le vrai New York, les clubs du Bronx, les boutiques de luxe de Soho, les restaurants cubains du Queens. Il lui enseigne les règles non écrites de la côte et ces subtilités politiques que Pac ne soupçonne pas. Car New York n'est pas Los Angeles. Ici, chaque poignée de main compte, chaque regard a un sens, et une erreur peut coûter plus cher qu'une simple humiliation. Jacques voit en Tupac un artiste capable de changer le monde, mais aussi un homme qui marche sur des œufs sans le savoir. Il tente de le protéger, de lui expliquer les codes, de l'avertir des dangers. Mais certaines leçons, on ne peut les apprendre qu'en les vivant. Fin novembre 1993, tout bascule. Ayanna Jackson rencontre Tupac dans un club, ils passent une soirée ensemble à l'hôtel. Quelques jours plus tard, elle revient, mais cette fois, Etienne Jacques et d'autres hommes sont présents. Ce qui se passe cette nuit-là dans cette suite d'hôtels va détruire des vies, briser une amitié et alimenter des théories du complot pendant des décennies. Ayanna porte plainte. Tous les hommes présents sont arrêtés et inculpés. Mais rapidement, les chemins légaux divergent. L'avocat de Jacques, Paul Brené, obtient une séparation des procès. Pendant que Tupac jongle entre ce procès et d'autres charges à Atlanta, Jacques navigue différemment dans le système judiciaire. Le résultat est fracassant. Tupac écope d'1 an et demi à 4 ans et demi de prison. Jacques s'en sort avec une mise à l'épreuve. Même crime, procès différent, avocat différent, résultat différent. Cette phrase de Tupac va hanter les conversations de rue pendant des années. La nuit du 30 novembre 1994, quelques heures avant son verdict, Tupac reçoit un appel. On l'invite au Studio Quat à Manhattan pour enregistrer avec Little Shawn. Il y va, méfiant mais curieux. Dans le hall d'entrée, 3 hommes l'attendent. 5 balles plus tard, il rampe ensanglanté dans l'ascenseur, convaincu que c'était un piège. À l'étage, il trouve Biggie, Puffy et leur équipe. Pour lui, les coïncidences sont trop nombreuses. Comment peuvent-ils être là-haut, tranquilles, pendant qu'il se fait tirer dessus en bas? La paranoïa s'installe définitivement.
Sorti de prison grâce à Suge Knight en 1995, Tupac n'est plus le même homme. La guerre côte et contre côte ouest explose avec Hit et M Up, où il nomme enfin Jacques directement. Même crime, procès différent, rappe-t-il, accusant ouvertement son ancien ami de l'avoir trahi. Septembre 1996, Las Vegas. Tupac tombe sous les balles après un combat de Mike Tyson. 6 mois plus tard, Biggie subit le même sort à Los Angeles. 2 légendes mortes, des questions sans réponse, et un homme toujours vivant dans l'ombre. Etienne Jacques nie toute implication dans ces morts. Il dit que l'industrie a utilisé ce conflit pour vendre des disques, que tout a dégénéré. Mais son nom reste gravé dans cette époque sanglante du hip-hop. En 2007, après des charges d'armes à feu et des démêlés judiciaires, il est expulsé vers la République dominicaine. Aujourd'hui, il vit sur une île paradisiaque, loin des studios et des clubs. Quand il parle de Tupac, on entend encore la douleur dans sa voix. Il dit que Pac l'a blessé plus que quiconque. Une trahison qui résonne encore des décennies plus tard. Il n'a jamais tenu un micro, jamais sorti d'album, mais son influence traverse toute cette musique. On le laisse sur un balcon face à l'océan, un pied dans le silence, un pied dans la légende. Il n'a pas rappé un seul mot, mais le jeu parle encore de lui.